Deuxième partie, on va parler à présent du système de jeu. On est toujours sur notre personnage qui s'appelle Soren. Soren qui a donc 3 en astuce. C'est un conteur, un stealth, qui quelqu'un qui fait très attention à ce qui est autour de lui, assez inspiré, assez cultivé pour un habitant des terres de fer, aussi cultivé qu'il peut l'être. Qui a un en ombre, pas très discret, 2 en cœur, qui est quelqu'un qui est quand même assez courageux, puisqu'il a quand même envie de prendre ses affaires, de laisser son clan derrière lui, et de partir un petit peu à l'aventure, histoire de créer, d'inventer un poème, une geste épique, qui permettrait de laisser son souvenir impérissable dans les mémoires du peuple de fer. Un en fer, c'est quelqu'un qui est malheureusement assez peu endurant, qui n'a pas vraiment d'aptitude au combat, surtout au combat rapproché. Et 2 en vigueur, c'est quelqu'un qui est assez rapide, assez agile, assez précis et qui est capable de tirer à l'arc. Je rappelle qu'on a donc pris les atouts suivants. Compteur, qui permet, lorsqu'on s'en parle d'un avantage, qu'on veut contraindre un personnage adverse, un PNJ, ou de forger un lien, de créer un lien avec un PNJ qu'on a rencontré, d'avoir un petit bonus si on met en avant le fait qu'on sait raconter des poèmes, conter des histoires, des choses comme ça, pour l'instant. Archer, qui permet d'avoir un petit bonus si on se prépare à tirer. Et Flamme, notre faucon, qui nous donnera des petits bonus quand on va entreprendre un voyage ou lorsqu'on va essayer de se ravitailler, de gagner des provisions. Alors, évidemment, j'ai la fiche devant moi qui est en français. La fiche que vous avez en face de vous est en anglais, c'est celle de Roll20. Je verrai pour mettre un setting peut-être un petit peu mieux la prochaine fois en partageant ma tablette, on verra. Pour avoir une fiche française. Je vais vous présenter un petit peu le système rapidement avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, puisque le système est assez simple, mais très complet. Donc, surtout au début, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je pense, peut-être éviter certains jets ou simplifier un petit peu certains moves, j'ai mot en anglais, je sais plus comment ça s'appelle en français, certains moves, pour éviter surtout de lancer trop de fois les dés, de casser un petit peu la narration comme ça, et puis au fur et à mesure, on rajoutera peut-être d'autres choses. On fera le jeu complet. Le principe du jeu, ça se joue avec 2d10 et 1d6. Alors, mon setting de bureau actuel ne fait que je n'ai pas l'occasion, la possibilité de vous filmer véritablement la lancer de dés que je ferai sur mon bureau. Je vais donc utiliser un générateur de dés qui est sur internet, même un générateur tout court qui est fait pour Ironsworn, que je vais vous montrer juste après. Les jets se résout de la façon suivante. Vous avez le D6, qui est un petit peu votre dé d'aptitude. C'est celui que vous allez lancer. Et c'est à ce D6 que vous allez rajouter vos bonus. Vos bonus peuvent être quasiment tout le temps, je vous dis bien, une de vos compétences. Je cherche actuellement ma petite fiche. Allez, là. Une de vos compétences, donc par exemple, si vous faites un jet pour, on va dire pour passer discrètement derrière un animal que vous n'aurez pas vu, vous allez faire un jet avec un D6 plus shadow, plus ombre. Un jet pour voyager, pour vous orienter correctement, sera un jet de astuce, un D6 plus astuce. Un jet pour tirer à l'arc sera un D6 plus edge, vigueur si je ne me trompe pas, et etc., etc. À ce jet-là, vous allez rajouter peut-être des bonus fixes que vous avez grâce à vos atouts. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que mon faucon pouvait donner, si je dis bien, un petit bonus quand nous partons en voyage. Lorsque vous entreprenez un voyage ou lorsque vous ravitaillez, en chassant du petit gibier, ajoutez plus 1. Donc ça veut dire que par exemple, quand je lancerai le, le mouvement du voyage, je vais regarder le mot français exact, je suis désolé pour la petite coupure, je vais regarder le mot exact, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une action, tout simplement. Oui, c'est une action. Quand je lancerai une action, l'action de voyager, d'accord, pour m'orienter correctement, je pourrais lancer du coup un D6 plus wits, astuce, plus
1 grâce à mon faucon. Et la difficulté. Et là, vous allez voir à quel point ça peut être difficile comme jeu, ça ne pardonne pas, et c'est assez gritty, hein, assez dur, comme l'univers dans lequel on va évoluer. La difficulté sera représentée par ces 2d10. Je vais lancer mon d6 et mes 2d10 en même temps. Et il faut que mon d6, plus mes bonus, que ce soit une compétence et mes petits bonus en plus grâce à mon faucon par exemple, il faut que cela dépasse, soit strictement supérieur à mes 2d10. Mettons, si je fais 8 avec mes bonus et mon aptitude, et que mes dés en face m'indiquent 10 et 8, eh ben c'est un échec total. Un peu comme à Apocalypse. C'est-à-dire que il faut strictement dépasser mes 2d10, et ça ne pardonne pas. Souvent, quand vous faites une action, le jeu va vous dire, si vous faites une réussite totale, c'est-à-dire que si votre aptitude dépasse strictement vos 2d10 de difficulté, ça va créer des effets de réussite, plus un petit effet supplémentaire. Si vous battez un seul de vos 2d10, ça va créer souvent une réussite, mais avec une contrepartie à payer. Et si vous ne dépassez pas vos 2d10, on appelle cela très souvent payer le prix. Ça veut dire que vous échouez et qu'en plus de ça, ça va déclencher un effet négatif qui va impacter soit votre santé, soit votre esprit, votre santé mentale, entre guillemets, soit vos provisions. Donc vous avez votre santé qui commence à plus 5, votre esprit qui commence à plus 5 également, et votre supply qui s'appelle les provisions, qui correspondent un petit peu à tout ce que vous possédez, que ce soit vos ressources pour manger, votre nombre de flèches dans vos carquois, le petit matériel que vous avez sur vous, les petites herbes, etc. Ça représente entre guillemets comment vous êtes préparé à partir à l'aventure. Voilà, si jamais vous échouez dans votre voyage et que vous perdez des provisions, des supplies, à cause de payer le prix, eh bien, ça peut représenter le fait que vous avez, vous avez traîné en chemin, vous n'êtes pas allé aussi loin que vous le souhaitiez, vous avez mangé du coup vos rations plus vite que ce que vous deviez. Voilà, c'est pas des choses comme ça. Ou vous perdez peut-être quelque chose quand vous sautez par-dessus un fleuve en crue, etc., etc. Voilà, ça peut être ça votre supply. Sur le côté gauche, vous avez votre élan. L'élan commence à plus 2 et il se réinitialise à plus 2. L'élan correspond, entre guillemets, à comment dire, à la spirale positive ou négative du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez gagner de l'élan, perdre de l'élan. Quand vous gagnez de l'élan, vous pouvez ensuite le brûler pour effacer un dé qui a la même valeur. Par exemple, si j'arrive à un moment donné à plus 5 d'élan et que un de mes D10 fait 5, je peux décider de brûler cet élan, de retomber à plus 2 qui est la valeur de départ, pour supprimer ce dé. Mettons, si j'ai fait 4 à mon dé d'aptitude, que je n'ai pas de bonus, que j'ai fait 4, 4, 4, ou même 5, j'ai fait 4 plus 1, 5, et que mon dé de difficulté indique 5 et l'autre 10, je peux supprimer ce 5, du coup, faire baisser mon élan et remettre au niveau de départ à plus 2, et du coup, considérer que c'est une réussite moyenne, puisque j'ai quand même dépassé un des 2 dés, vu que je l'ai cramé. Si par contre mon élan passe en négatif, et vous allez voir ça va arriver certainement très vite, si on accumule un petit peu les mauvais jets de dés, les échecs, eh bien ça va me supprimer mon dé d'aptitude si mon dé d'aptitude tombe pile sur mon élan négatif. Mettons si j'ai un élan à -3 et que mon dé d'aptitude indique 3, eh bien mon dé d'aptitude ne comptera pas. Par contre, s'il fait 2, 5, 7, 6 plutôt, pas 7, 6 par exemple, ça pose pas de soucis. Il faut que ça tombe pile sur mon élan négatif. Et là, ça peut créer des problèmes. Ça, c'est le principe du jeu. C'est-à-dire que vous allez lancer 2 des 10 pour votre difficulté, 1 des 6 pour votre aptitude, avec différents bonus, compétences ou bonus. D'accord? Il peut arriver des fois que je lance 1 des 6 avec comme bonus d'aptitude la santé, l'esprit ou les provisions. Vous verrez ça plus tard. On le verra tout à l'heure. Voilà. Quand vous faites une action, vous allez regarder les actions disponibles. D'accord? Je vais vous montrer par exemple action d'aventure, et je vais vous mettre le PDF vers l'avant, comme voici. Voilà. Là, par exemple, vous avez les actions d'aventure. Faire face au danger. Et là, il vous dit, voilà, si vous utilisez plutôt votre astuce, si vous utilisez plutôt votre cœur, en gros, narrativement, vous allez choisir une approche. Et cette approche, un petit peu comme au nouveau L5R, votre approche va déterminer quel jet vous faites.
S'emparer d'un avantage, qui peut être par exemple de préparer son voyage à l'avance, le matin quand vous vous levez, qui peut être par exemple de prendre une position avantageuse avant de tirer avec votre arc. Hop là. Récolter des informations, ça va se faire avec le G plus astuce. Oui, l'astuce est quand même beaucoup utilisée dans ce jeu, hein. Plus 2 me semble quand même nécessaire. Guérir, ravitaillement, pour chasser un petit peu quand vous commencez à perdre de votre ravitaillement, de votre supply, de votre provision. Monter le camp, quand vous terminez une session de voyage et que vous voulez essayer un petit peu de récupérer de la santé, de récupérer de l'esprit ou de l'élan. Entreprendre un voyage, une action qu'on fera certainement beaucoup, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochaines sessions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Action de relation, contraindre, tracer un cercle, c'est pour mener un duel. Séjourner, quand vous arrivez, quand vous terminez un voyage et que vous êtes dans un village, vous pouvez demander à séjourner dans le village. Si vous réussissez votre jet, ça va vous donner des avantages. Si vous échouez, évidemment, on va considérer que quelque chose se passe mal. Et soit on trouve nous-mêmes ce qui se déroule mal dans ces situations, soit on va demander à l'oracle, on va faire un jet sur la table d'oracle pour avoir une petite intuition sur ce qui se passe mal. Aider un allié, quand on joue à plusieurs, forger un lien, c'est pour avancer dans votre jauge de lien, votre jauge de lien qui est ici sur votre fiche, je vais à nouveau cacher les petits. Votre jauge de lien qui est ici. Vos liens sont importants parce que quand vous terminerez le jeu, quand vous voudrez arrêter de jouer, si vous n'êtes pas mort, si vous considérez que vous prenez votre retraite, c'est votre nombre de liens, de caches clochers de liens qui indiquera la difficulté du jet. En fait, plus vous avez de liens, et plus vous aurez de chances de bien terminer de bien rédiger votre épitaphe, de bien terminer votre aventure. Donc les liens seront importants dans le jeu. C'est grâce aux liens qu'on pourra avancer dans le jeu. Et terminer surtout. Hop, j'en ai un petit PDF. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme action? Hop. Tester un lien, quand un lien est mis à rude épreuve, par exemple, quand vous échouez à faire quelque chose et que quelqu'un est pris dans cette action ratée, peut-être que vous devrez tester le lien. Et si vous perdez votre lien, malheureusement, vous allez pouvoir effacer le lien et vous perdez du coup dans votre avancement de lien. Rédiger votre épilogue, ça c'est quand vous avez terminé votre jeu. Plonger action de combat, plonger dans la mêlée, frapper quand on a l'initiative, fracasser si on n'a pas l'initiative, batailler pour simuler une bataille d'un seul coup, renverser situation si on est vraiment pas bien parti et qu'on souhaite donner une action décisive, mais là par contre le prix à payer est double. Mettre fin au combat, c'est quand vous avez assez coché de cases dans votre combat. Je vous remets hop. Voilà. Mettons qu'on va lancer un combat. Un adversaire a 10 cases à cocher, maximum. Suivant la difficulté du combat, on va soit cocher 3 cases d'un coup, soit 2 d'un coup, soit une d'un coup, soit peut-être faire juste une petite coche. Je rappelle qu'il faut 4 coches pour terminer une case. Et quand on pense qu'on a assez avancé dans le nombre de cloches face à notre ennemi, on va lancer 2d10. Et il faut que nos 2d10 fassent strictement moins que le nombre de cases qu'on a coché, pour que le combat soit un succès total. Donc plus vous cochez de cases de l'adversaire dans ses points de vie, dans son avancement, plus vous avez de chances de réussir à mettre fin au combat de manière avantageuse. Parce que si vous êtes à 4 cases cochées, vous lancez vos 2d10 et que vous faites 5 et 5, vous aurez perdu le combat, même si vous avez fait 4 cases d'avancement. Ça marche pareil pour un voyage. Un voyage que vous souhaitez terminer, vous voulez vous rendre à sa destination. Si la difficulté, mettons, est montée jusqu'à 8, que vous lancez vos 2d10 et que vous faites 10 et 9, par exemple, et votre voyage a échoué. Revenons sur le petit PDF. Voilà. Batailler, mettre fin au combat, autre action qu'on peut utiliser en combat, sans parler d'un avantage, faire face au danger si on souhaite esquiver plutôt que d'attaquer, aider un allié, etc., etc. Subir, voilà. Ça, je pense que je vais le mettre un petit peu moins en place aujourd'hui. C'est chaque fois qu'on subit des dégâts, on doit faire un jet sur la table de subir des dégâts pour voir si on ajoute un effet supplémentaire, positif ou négatif. Je vous avoue qu'aujourd'hui, pour la fluidité, je vais pas le mettre en place, à mon avis, subir des dégâts. On le fera quand on tombera à 0 santé. Mais là, à chaque coup qu'on risque de prendre, surtout si on commence au cœur de la mêlée aujourd'hui, j'ai peur que ça ralentisse un petit peu le jeu. Dégâts subis au compagnon, je rappelle qu'on a un petit aigle, et que si on fait 1 sur notre jet de compétence, quand on lance un jet qui prend notre aigle en cause, c'est l'aigle, notre faucon, pardon, qui va subir les affres de subir une conséquence. Accroître provision, subir un stress, tout ça c'est quand on arrive à 0 de nos ressources. Consulter l'oracle, jurer un jeu de fer, ça c'est un vœu de fer, ça c'est très important. Les vœux de fer, ce sont les quêtes qui vont vous rapporter de l'expérience, si je schématise. En gros, vous allez jurer
de résoudre un problème. C'est ce qui va mener en fait votre quête. Et quand vous avez résolu votre vœu de fer, c'est pareil, hein, ce sont des petites cases à cocher. Il faut que votre jet de 2d10, quand vous décidez de terminer votre vœu de fer, il faut que votre jet de 2d10 soit en dessous des cases cochées. Et ben, si vous réussissez, ça vous rapportera de l'expérience. Si vous ne réussissez pas, ça sera un échec de votre quête. Il faudra soit y renoncer, et c'est très grave de renoncer à un vœu de fer, soit d'essayer de continuer à travailler sur cette quête avec une difficulté augmentée. Atteindre un jalon, progresser, abandonner un vœu, réaliser votre vœu, voilà, consulter l'oracle. Consulter l'oracle, c'est ce qu'on va utiliser si jamais on a un doute, si jamais on n'a pas d'idée. Par exemple, si jamais vous vous dites, est-ce que mon personnage, vu qu'il a 22 ans, il est marié? Peut-être, je ne sais pas.